Bienvenue à la deuxième partie du combat des intelligences artificielles. J'ai posé la même question à ChatGPT, Google Gemini, puis Meta AI. Puis on analyse leurs réponses pour savoir s'ils sont en mesure de bien nous conseiller en matière de financement hypothécaire. Je connais que c'est correct, mais il y a des erreurs assez graves dans certains cas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pensez quoi des informations qui sont fournies par les intelligences artificielles? Est-ce que vous l'utilisez beaucoup? Anyway, on va pas s'éterniser plus que ça parce qu'il y en a long à couvrir. Fait que attachez votre sucre, on part pour la deuxième partie. Pour la première question, j'ai tendu un piège. Dans le fond, je me suis inspiré d'un cas que j'ai eu l'année passée. J'ai modifié un peu les choses pour pas que personne... comme des lois avec l'AMF qu'on n'a pas le droit de divulguer les informations des clients. Fait que dans le fond, j'ai modifié un petit peu les choses, mais essentiellement, c'est la même chose. Fait qu'on va voir comment que les intelligences artificielles vont nous répondre. Ma grand-mère possède des immeubles locatifs. Elle veut m'en vendre un à un prix plus bas que la valeur marchande parce que je suis sa petite fille. Combien de mise de fonds dois-je investir pour pouvoir l'acheter? Je me souviens que le client, quand il m'a appelé, il avait fait parler à déjà plusieurs personnes, dont même certaines personnes dans des banques. Puis eux aussi n'ont pas trouvé la solution. Pourtant, c'était super facile. Mais bon. Google Gemini nous répond là, que pour un immeuble de locatif de 1 à 4 logements, la mise de fonds est généralement autour de 20% de la valeur d'achat, ce qui est le cas. On ne peut pas mettre moins de 20% dans un immeuble locatif pur. On peut mettre moins si on va habiter dedans, mais dans ce cas-là, c'est 20%, fait que c'est correct. Ici, on dit évaluation de la valeur marchande. Même si le prix de vente est inférieur à la valeur marchande, les institutions financières et les autorités fiscales prendront en compte la valeur réelle. Ça, c'est vrai. Tu peux pas vendre un plex locatif à quelqu'un moins cher que sa valeur marchande, puis dire, ben là, regarde, la mise de fonds, c'est 20% de 200 000, puis quand ça vaut 400 000, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la mise de fonds, c'est 20% de la valeur marchande reconnue à l'évaluation. Fait que ça, c'est très bien. Un prix de vente inférieur à la valeur marchande peut avoir des implications fiscales pour votre grand-mère, gain en capital, et pour vous, avantage imposable. Il est donc important de consulter un fiscaliste. Donc ça, c'est vrai aussi. C'est pas parce que tu vends moins cher que tu n'as pas de gain en capital. Il faut que tu vendes au prix de la valeur marchande, puis c'est ça. Je vais vous dire le reste tantôt. Il faut que ça soit documenté par un notaire, ça c'est correct. La banque va faire évaluer l'immeuble. Consultant fiscaliste, avoir une préapprobation. T'as-tu vraiment l'ordre d'une préapprobation quand tu fais ça de grand-mère à petit-fils? Mais bon. En résumé, pour un immeuble de 1 à 4 logements, prévoyez une mise de fonds d'au moins 20% du prix d'achat ou la valeur marchande selon le cas. N'hésitez pas à consulter des professionnels pour vous accompagner dans cette transaction. Ben oui, tu vas avoir besoin d'un professionnel parce que la réponse, c'est pas ça. Fait qu'on va aller voir Meta AI, qu'est-ce qu'il va nous dire. Pour Meta AI, pour déterminer la mise de fonds nécessaire pour acheter un locatif, il faut considérer plusieurs facteurs. Dans le fond, il me parle ici là, de prix d'achat versus valeur marchande, ce qui donne une décote que vous obtenez en tant que petite fille, dans le fond, comme un genre de don. Fait que là, en fait, là, on dirait qu'il me parle encore de plus que 4 logements. Fait qu'on va retourner un petit peu plus loin où ce que j'ai dit qu'il s'agit d'un 1 à 4 logements. Fait que là, il nous donne des exemples de mise de fonds et il s'arrête là. Fait que dans le fond, Meta AI aussi a passé à côté de la plaque. Allons voir ChatGPT. Pour ChatGPT, excellente question. C'est une situation très courante dans le transfert intergénérationnel. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux acheter à prix réduit sans avoir à verser une grosse mise de fonds si certaines conditions sont respectées. Ou qu'on s'en va dans la bonne direction. Valeur marchande selon l'évaluation agréée, 400 000. Prix de vente entre toi et ta grand-mère, 300 000. Il y a donc un don d'équité ou une équité implicite de 100 000 $. Voilà, fait que la mise de fonds requise dans ce cas, locatif 1 à 4 logements, la règle standard est 20% de mise de fonds, qui est bon. Mais si tu obtiens une vente avec équité familiale, tu peux utiliser l'équité comme mise de fonds. Et voilà. Fait que ChatGPT a eu la bonne réponse. C'est un don d'équité. Tu n'as pas besoin de mise de fonds dans ces cas-là. Puis comme je disais, mon client, lui, il y avait au moins 4 personnes qui n'avaient pas parlé de ça. Imagine-toi. Fait que ChatGPT est plus intelligent que les 4 autres personnes à qui elle a parlé. Fait que là, dans le fond, il nous dit que la mise de fonds est payée, les conditions qui sont à respecter, c'est qu'il y a une évaluation agréée qui va être déterminée pour déterminer la valeur réelle marchande de la propriété. C'est ça qui fait la mise de fonds. Parce que, tu sais, si toi, tu dis, ça vaut 500 000 sur le marché, je le vends 400 000, voici la mise de fonds. Ouais, mais là, attends, là, si ça vaut jusqu'à 150 000 sur le marché, tu as 50 000 de mise de fonds. Fait que la valeur marchande est très importante. L'aide formulaire de don d'équité, parfait. Doit être une vraie relation de la famille, ça c'est parfait. Doit respecter les normes des prêteurs. C'est vrai que c'est pas toutes les banques qui prennent des dons d'équité, mais c'est plutôt rare. Fait que dans ce cas-là, ChatGPT domine complètement. Les autres n'ont même pas vu ça venir. Là, maintenant, on va poser une question un petit peu plus simple. Dans le fond, nous autres, on dit tout le temps qu'il y a 4 pattes à une chaise pour un financement hypothécaire. Il peut y avoir une patte qui branle d'un fois, mais il faut que les autres soient solides.
pour que la chaise elle tienne encore debout. Fait que là, dans le fond, je demande sur quels 4 critères les banques qualifient-elles ton dossier de financement? Fait qu'on commence avec Google Gemini. Votre code de crédit, ça c'est bien. Le niveau d'endettement, parfait. Stabilité financière, stabilité d'emploi, et antécédents financiers, qui se trouve à être la même chose que la cote de crédit, je vous dirais. Puis dans le fond, ici, là, on a une erreur de la part de Google Gemini, parce que dans le fond, il y a comme juste 3 pattes à sa chaise en ce moment. Il en manque une. Pour ce qui est de Meta AI, identité et antécédents de l'emprunteur, les banques vérifient l'identité de l'emprunteur, ses antécédents de crédit, sa volonté d'acquitter ses dettes. Fait que dans le fond, la volonté, oui. Capacité de remboursement. Fait que dans le fond, les ratios d'endettement, ça c'est correct. Valeur et sûreté du bien immobilier. Les banques évaluent la valeur du bien immobilier, le processus de gestion de sûreté. Ils vérifient si le bien immobilier est suffisant pour garantir le prêt en cas de défaut de paiement. Ça, c'est la bonne réponse. Bon, là, gestion du risque de crédit évalue ici, là, s'il présente des risques particuliers tels que des revenus irréguliers ou des dettes élevées. La stabilité des revenus, je te dirais que c'est peut-être la chose qui manque ici, là. Que réponse mieux que Google Gemini, mais partielle tout de même de la part de Meta AI. Pour ChatGPT. As-tu les moyens de payer ton hypothèque? Les ratios d'endettement. Ça, c'est bon. Le crédit. Est-ce que c'est un emprunteur fiable? Est-ce que la cote de crédit est correcte? Est-ce que tes retards, faillites, comptes en recouvrement, etc.? Ça, c'est vrai. Mise de fonds. As-tu un apport personnel dans le projet? Les banques veulent que tu aies du skin in the game. Mise de fonds de 5% pour une résidence principale. La provenance doit être vérifiable. Ça, c'est vrai aussi. Mais la propriété... Sur quoi repose le prêt? Fait que dans le fond, c'est la garantie du prêt. Le prêteur veut assurer que la maison a une valeur marchande raisonnable, est assurable et habitable et n'est pas une propriété atypique. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les banques n'aiment pas ça, mais de leur dire qu'ils ne financeront pas, surtout si c'est en assuré. Bon. Fait qu'encore là, réponse partielle. Les 4 pattes de la chaise, là, c'est tes revenus sont stables, c'est-tu des bons revenus? Est-ce que tu as beaucoup de dettes? Est-ce que tes ratios d'endettement sont corrects? C'est quoi ta cote de crédit? Puis est-ce que la propriété elle a une bonne valeur. C'est ça les 4 pattes de la chaise. Maintenant, on va leur demander comment les prêteurs déterminent le taux d'intérêt quand vient le temps de faire une demande de financement hypothécaire. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Il y a plusieurs facteurs à considérer là-dedans. Mais on va voir eux autres qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y a de l'influence sinon. Votre cote de crédit. Votre historique de crédit est un indicateur important de capacité à rembourser vos dettes. Une cote de crédit élevée peut vous permettre d'obtenir un taux d'intérêt plus avantageux. Pas exactement. Si ta cote de crédit est trop basse, tu vas avoir un taux d'intérêt pas avantageux. Mais moi, vraiment que tu es dans un threshold normal, là, à partir de 680, en général, il n'y a pas trop de problème. Fait que c'est un facteur, mais pas tant que ça, parce que la majorité des gens sont en haut de 680. Mise de fonds. Le montant de la mise de fonds influence le risque perçu par le prêteur. Une mise de fonds plus importante peut réduire le taux d'intérêt. C'est pas exactement comme ça que ça marche. En fait, si tu mets moins de 20% de mise de fonds, ton taux d'intérêt va être plus bas que si tu mets plus que 20%. Parce que dans le fond, le prêt est assuré, puis le risque est minime pour les prêteurs. Donc, dans le fond, le taux d'intérêt est meilleur en assuré. Il y a une première CH à payer, mais le taux est meilleur. Fait que dans le fond, c'est pas vrai de dire que plus tu mets de mise de fonds, plus le tôt il va être réduit. C'est sûr qu'avec les prêteurs virtuels, si tu mets plus de 35% de mise de fonds, tu as le droit à un meilleur taux que si tu mets, par exemple, 20%. Mais c'est des cas bien spécifiques. Dans le fond, la majorité des banques, tu n'es pas supposé avoir un rabais de taux si tu mets plus de mise de fonds. Le type d'hypothèque. Le choix entre un taux variable et fixe a un impact sur le taux d'intérêt. Bien là, évidemment. Durée du terme d'amortissement. La durée de votre terme, la période pendant laquelle le taux est fixe, et la période d'amortissement, durée totale du prêt, affectent également le taux. Le terme, oui. L'amortissement, pas vraiment, à moins que ça soit plus de 25 ans. Dans ce cas-là, il y a souvent une majoration de taux, mais à part de ça, que ce soit 5, 10, 15, 20 ou 25 ans, en général, ça n'a pas vraiment d'impact sur le taux. Taux directeur de la Banque du Canada, ça c'est correct. Conditions du marché. Influe sur le taux d'intérêt, ça c'est vrai aussi. Type de propriété. Le type de propriété que vous souhaitez acquérir peut également influencer le taux d'intérêt. Par exemple, les prêts hypothécaires sur les propriétés à revenus peuvent avoir un taux différent de ceux des propriétés résidence principale. Ça c'est vrai aussi. Il y a une majoration de taux en général dans le locatif, pas de partout, mais dans la très très grande majorité des prêteurs. Fait que si tu du locatif pur à 100%, le taux est plus haut. Taux préférentiel des institutions financières. Chaque institution financière a son propre taux préférentiel qui sert de base pour calculer les taux d'intérêt des prêts hypothécaires. Sert de base pour calculer les taux d'intérêt variables. Puis en général, les taux préférentiels des banques sont pareils partout parce qu'ils suivent les unes des autres. Google Gemini, correct, mais quelques incongruités quand même. Pour ce qui est de Meta AI, taux directeur de la Banque centrale. Les banques centrales, comme la Banque du Canada, fixent les taux directeurs qui influencent les taux d'intérêt à court terme sur le marché. Ce taux directeur a un impact direct sur les taux hypothécaires.
Influence les taux d'intérêt à court terme. Tout à fait, c'est le taux variable qui est influencé directement par le taux directeur de la Banque du Canada. Sinon, les taux fixes sont basés sur les obligations, respectivement, de 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Puis ce marché-là dépend de la population puis comment ils voient l'économie. État de l'économie. La santé économique générale, y compris les taux d'inflation, croissance économique, les conditions du marché du travail jouent un rôle important dans la détermination des taux d'intérêt. En période de forte croissance économique et d'inflation élevée, les taux d'intérêt ont tendance à augmenter. Tout à fait vrai, c'est une très bonne façon d'expliquer les choses. Risque du crédit. Moins il est solvable, plus le taux va être élevé. Comme je disais tantôt, ça dépend, il y a comme un certain threshold à partir du moment où ça ne dérange plus. En bas de ça, c'est vrai que ça peut faire une différence. Ratio prix-valeur, encore là, une petite erreur, puis on va aller voir ici, un ratio LTV élevé. C'est-à-dire un acompte plus faible peut entraîner des taux d'intérêt plus élevés en raison du risque accru pour le prêteur. Pas vrai. 5%, 10%, 15%, 19,99% de mise de fonds, tu as un meilleur taux que si tu mets 20% parce que c'est un prêt assuré. Dans le fond, il nous dit que si tu prends un terme plus long, tu as un moins bon taux d'intérêt. C'est vrai à partir de genre 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Là. 5 ans, 3 ans, absolument, le 3 ans est plus cher que le 5 ans. Mais ça dépend des moments dans l'année. En tout cas. Concurrence sur le marché. La concurrence entre les prêteurs peut également influencer le taux d'intérêt. Les institutions financières peuvent ajuster leur taux et rester compétitives pour attirer de nouveaux clients. Ça, c'est vrai. Puis c'est l'essence de ma job au complet. Quand que les banques veulent plus de dossiers puis leur portefeuille est plein, souvent, ils montent leur taux. Puis quand ils veulent de la business, ben, ils baissent leur taux. Fait que je vous dirais que pour Meta AI, c'est quand même bien. Un petit peu mieux que Gemini, sauf pour encore là l'erreur sur le ratio prix-valeur pour les prêts assurés. Mais à part de ça, c'est quand même très bien. Pour ce qui est de ChatGPT, les prêteurs déterminent les taux d'intérêt hypothécaires en fonction de plusieurs facteurs économiques, institutionnels et personnels. Voici les principaux éléments à prendre en compte. Taux directeur, taux obligataire, obligation gouvernementale 5 ans. Sert de référence pour les taux fixes 5 ans. Ça, c'est très précis, c'est très vrai, c'est ça, c'est la réalité. Inflation. Plus l'inflation est élevée, plus les taux ont tendance à augmenter. Concurrence entre les prêteurs, ça, c'est bon. Facteurs liés à l'emprunteur. Code de crédit. Une bonne code de crédit, 680 et plus, donne accès aux meilleurs taux. En bas de ça, les taux montent vite. C'est exactement ça que je disais. C'est la réponse, c'est ça. En haut de 680, ça va. En bas de 680, ça peut commencer à chauffer. Ratio prix-valeur, plus l'indice de fonds est grande, donc LTV bas, plus le risque est faible. 80% est moins risqué que 95%. Erreur encore. C'est plate, parce que là, ChatGPT était bien parti. Fait que non, c'est moins risqué 95% que 80%. Ça, particulièrement. C'est sûr que 50%, c'est peut-être moins risqué que 95%, mais 95 versus 80, non, c'est 95 qui est beaucoup moins risqué. Revenu stable, bien documenté, ça c'est correct. Travailleur autonome, plus de vérification, parfois un taux plus haut. Pas vraiment. C'est plus de job, mais c'est pas un taux plus haut parce que tu es un travailleur autonome en général, à moins que tu utilises un programme spécial, mais là, c'est plus la prime SCHL qui va être plus haute. Endettement, ratio d'amortissement de la dette. Un prêt d'emprunteur déjà très endetté est perçu comme plus risqué. OK, mais est-ce que ça donne un mauvais taux? Pas nécessairement. Tu vas peut-être pas passer au financement, mais ça, c'est pas pareil. Fixe, souvent plus élevé, variable, souvent plus bas au départ. Ouais, ça dépend des périodes de l'année. Terme 1 an, 3 ans, 5 ans. Plus le terme est long, plus le taux est généralement élevé. Pas vrai. Règle générale, un terme 1 an est beaucoup plus cher qu'un terme 5 ans. Fait que c'est plus. Il y a comme un genre de trou dans le milieu. Là. C'est genre les termes courts sont super chers. Là. Hop, là, comment 3 ans, 4 ans, pas pire, 5 ans. C'est à peu près pareil. Là, même d'un fois, le 3 ans est plus cher que le 5 ans. En fait, en général, le 3 ans est pas mal plus cher que le 5 ans. Le sweet spot est autour de 5, alors ça commence à monter. Parce que ça, fréquence de paiement, ça change pas le taux. Amortissement. Un amortissement sur 30 ans est considéré plus risqué qu'un amortissement sur 25 ans. C'est vrai, il y a une majoration de taux dans ce cas-là. Propriétaire occupant, taux plus bas que pour propriété locative. Ça, c'est parfait. Là, il nous fait un bel exemple en plus. Code de crédit de 690, mise de fonds de 20%, employé permanent depuis 5 ans, fixe 5 ans, occupé par le propriétaire. Versus un client qui a une cote de crédit de 610, 5% de mise de fonds, travailleur autonome depuis 1 an, variable 5 ans, duplex locatif. Tu peux pas avoir une mise de fonds de 5% pour un duplex locatif, puis tu vas avoir bien la misère à te qualifier comme travailleur autonome que ça fait juste 1 an que t'es là, surtout avec une cote de crédit de 610. Fait que dans le fond, il dit ici, le client A pourrait obtenir un taux de 4,79, tandis que le client B pourrait se voir offrir un taux de 6,39 ou plus, voire même être redirigé vers un prêteur alternatif. Je te confirme que le client B s'en va dans l'alternatif, puis c'est pas 5% de mise de fonds minimum, c'est 20% dans l'alternatif. Surtout, encore là, on parle de locatif, fait que c'est 20%. Fait que je te dirais que ChatGPT est plus précis, mais il fait quand même des grosses erreurs. Qu'est-ce qui est mieux? Dur à dire. OK, pour la dernière question, on va poser une question technique.
J'ai bien hâte de voir ça va être quoi leur réponse. Fait qu'on commence avec Google Gemini. Si je veux transférer mon hypothèque dans un prêteur virtuel et que j'ai une marge de crédit hypothécaire, est-ce que j'ai le droit au taux assurable? La réponse c'est oui, puis c'est un transfert collatéral. Mais on va voir ce qu'ils vont nous répondre. Lorsque vous transférez votre hypothèque à un prêteur virtuel et que vous avez une marge de crédit hypothécaire existante, la question de savoir si vous conservez le taux assurable dépend de plusieurs facteurs. T'as pas déjà le taux assurable, il y a juste les prêteurs virtuels qui font des taux assurables. Le taux assurable fait généralement référence au taux d'intérêt plus bas offert sur les prêts hypothécaires que vous avez qui sont assurés contre le défaut de paiement par la SCHL, Sagen et Canada Guarantee. Cette assurance est obligatoire absolument pour une mise de fonds inférieure à 20%. Ça, c'est parfait. Si votre hypothèque est déjà assurée que le montant de prêt et les conditions générales ne changent pas de manière significative lors du transfert, l'assurance pourrait être transférée au nouveau prêteur. Dans ce cas, vous pourriez bénéficier d'un taux assurable. En fait, tu vas bénéficier d'un taux assuré si on transfère ton hypothèque et est déjà assurée. Hypothèque non assurable. Si vous avez une mise de fonds initiale de 20% ou plus, votre hypothèque n'est probablement pas assurée. C'est vrai. Pourquoi payer une prime SCHL dans ce cas-là? Lors d'un transfert à un nouveau prêteur, même si vous étiez initialement à un taux comparable à un taux assurable, le nouveau prêteur pourrait ne pas offrir le même taux si l'hypothèque n'est pas assurée auprès de lui. Bon, dans le cas d'une hypothèque assurable chez les prêteurs virtuels, c'est eux qui payent la prime SCHL pour assurer ton prêt. En fait, ils assurent leur portefeuille au complet. Fait que dans le fond, tu as le droit au taux assuré sans payer la prime SCHL. Fait que dans le fond, c'est une erreur majeure ici de la part de Google Gemini. Une marge de crédit hypothécaire est un produit distinct de votre prêt hypothécaire initiale, même si elle est garantie par la même propriété. Lors d'un transfert d'hypothèque, la marge de crédit hypothécaire n'est pas automatiquement transférée. Je te confirme que si tu enlèves l'hypothèque de ta banque, ils vont fermer ta marge de crédit hypothécaire. Nouvelle évaluation, conditions de marge existante. Il est possible qu'elles doivent être remboursées ou fermées avant de transférer l'hypothèque principale. C'est pas impossible. Ça va être remboursé ou fermé si tu transfères l'hypothèque initiale. Fait que Google Gemini est complètement mélangé. C'est pas ça du tout. Il est complètement à côté de la plaque. Allons voir Meta AI. Premièrement, les taux assurables sont généralement offerts pour les prêts hypothécaires conventionnels dont la mise de fonds est d'au moins 20% du prix d'achat de la propriété. Si la mise de fonds est de moins d'1%, ton prêt est assuré. Fait que ça, c'est très bien. Deuxièmement, si vous refinancez ou transférez votre hypothèque et que vous avez une marge de crédit hypothécaire, le montant total de votre prêt hypothécaire pourrait dépasser 80% de la valeur de la propriété. Impossible! Tu peux pas emprunter plus de 80% de la valeur de la propriété. Fait que dans le fond, il n'y a pas une banque qui est supposée légalement t'allouer plus que 80% de la valeur de ta propriété pour la marge de crédit. S'il n'y a pas de prêt lié, c'est 65% de la valeur de la propriété que tu peux aller chercher en marge de crédit, mettons, sans avoir un prêt. Il dit que tu n'auras pas le droit au taux assurable parce que ton ratio pré-valeur va être en haut de 80%. C'est pas vrai, c'est jamais le cas. 80% maximum, puis oui, tu peux transférer en assurable. Ils ont des critères d'admissibilité, puis des taux différents pour les transferts avec marge de crédit. C'est pas vrai, le taux est pareil que ce soit un transfert collatéral ou une subrogation. Le ratio pré-valeur va avoir une incidence sur le taux que tu vas avoir, ça c'est vrai. Si c'est 80, c'est plus cher que si c'est 65. Globalement, au moins, il a compris c'était quoi un taux assurable. Par contre, on voit qu'il y a une erreur ici avec le 80% de la valeur de la propriété, avec une marge hypothécaire plus haut, c'est comme, ça n'a aucun sens. Là. C'est impossible. Fait que dans le fond, la réponse partiellement correcte pour Meta AI. Oui, il est possible d'obtenir un taux assurable en transférant votre hypothèque vers un prêteur virtuel, même si vous avez déjà une marge de crédit hypothécaire. Fait que ça, c'est bon. ChatGPT, il comprend. Ratio prêteur en bas de 80, évidemment. Les types de prêts admissibles. Ils disent que les marges de crédit sont pas courantes chez les prêteurs virtuels, puis ça, c'est vrai. Structure du produit hypothécaire. Faut que ça soit admissible. Dans le fond, ouais, un transfert collatéral, c'est pas mal tout le temps admissible. Là, quand tu vois sa référence, c'est CMLS. Fait que c'est un prêteur virtuel qu'on a chez Multiprêt. Code de crédit minimal, 680 pour tous les emprunteurs. C'est pas vrai. Ça dépend des prêteurs, puis des fois, c'est genre 681 un emprunteur, puis 600 pour les autres. Test de résistance, faut que tu passes le stress test. Fait que dans le fond, ChatGPT a répondu correctement à la question. Transférer un prêt hypothécaire avec une marge de crédit dans un prêteur virtuel, ça se fait en transfert collatéral et c'est assurable. Et bon, c'était toute une aventure. Après avoir vu ça, est-ce que vous confieriez vos finances à une des 3 intelligences artificielles? Parce qu'on va reconnaître clairement qu'ils ont une utilité. Moi, je m'en sers souvent, que ce soit pour mes courriels, mes notes ou juste pour élaborer des stratégies marketing. Mais il faut toujours contre-vérifier l'information parce que comme on vient de voir, on n'est pas tout à fait rendu là sur la logique implacable. Vous en pensez quoi, vous autres? On s'en va où avec l'AI? Est-ce qu'on va tout perdre nos jobs ou on n'a pas vraiment à s'inquiéter? J'ai hâte de lire vos commentaires. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine, puis j'ai hâte de faire avec toi.